Nous en revenons à notre ordre du jour et la parole est à Madame Lagarde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, il aura fallu bien des années pour que la présence des femmes au sein des instances politiques, leur accès à des responsabilités équivalentes à celles des hommes et l'idée même d'une véritable gouvernance paritaire soient reconnues par tous comme les conditions nécessaires à l'exercice d'un pouvoir équilibré. Un équilibre né d'un partage équitable des responsabilités qui permettent aux femmes, qui constituent 52% de la population française, d'être réellement représentées, d'être entendues, de défendre leurs idées et d'imposer leur propre vision de la société. Aujourd'hui, chacun semble d'accord sur le fond pour reconnaître que les femmes doivent pouvoir peser, au même titre que les hommes, dans la prise des décisions qui concernent l'avenir de nos concitoyens. Pourtant, malgré cette apparente prise de conscience collective, la parité en politique n'est pas toujours une réalité. Elle n'est encore qu'un idéal vers lequel on devrait tendre. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme un sujet accessoire que l'on relèguerait au second plan. En faisant ce constat, je ne renie pas les avancées significatives permises ces dernières années sous l'impulsion de gouvernements et de parlements de droite comme de gauche. Je pense à l'introduction en 1999 dans notre Constitution du principe de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Je pense à la loi du 6 juin 2000 sur la parité des candidatures politiques et je pense encore aux lois de 2007 et 2008 qui ont étendu l'obligation de parité aux effectifs régionaux et municipaux. Si nous sommes aujourd'hui, et c'est un record historique dans notre Assemblée, 155 femmes à siéger sur les bancs de cet hémicycle, c'est en partie grâce à ces lois qui ont permis d'amorcer une féminisation des instances décisionnaires. Si les femmes représentent dans les conseils régionaux 48% des élus alors qu'elles n'étaient que 9% en 86, c'est encore en partie grâce à ces lois. Malheureusement, les chiffres sont aussi là pour attester de la lenteur de cette progression. Et si nous nous en tenons à ce rythme de progression, eh bien la parité à l'Assemblée nationale ne sera effective que dans 15 ans. Et nous ne pouvons que le déplorer. Les femmes sont encore moins nombreuses dans les conseils généraux, où elles ne représentent que 12% de la part des élus, chiffre à peu près semblable à la proportion de femmes maires. En outre, la progression est loin d'être assurée, puisque le Sénat a connu pour la première fois de son histoire un recul de la part des femmes qui le composent par rapport à 2008. Ces constats révèlent que la parité n'est pas uniquement une question de législation, car au fond, l'un des principaux obstacles à l'égalité, non pas seulement formel mais réel entre les sexes, est bel et bien une question de mentalité. S'il est aisé d'édicter des règles, rien n'est plus difficile que de modifier en profondeur le comportement de nos contemporains, voire de certaines formations politiques. De par ses traditions, de par la famille politique à laquelle j'appartiens, l'UDI est un mouvement humaniste, progressiste, écologique, européen et social et un grand défenseur de la parité. Créé après les élections législatives, c'est un parti neuf qui peut de ce fait progresser là où les autres ont encore des défaillances et qui entend dès maintenant travailler à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes en politique. La proposition de résolution que soumet à notre examen le groupe écologiste a pour objectif d'étendre le principe de parité au sein même de la présidence des groupes en favorisant une pratique plus collégiale du pouvoir. On a pu entendre ici ou là l'opposition de parlementaires qui craignent que le texte ne provoque une rupture avec notre système traditionnel dans lequel une personne représente un groupe. Selon un autre argument, elle nous obligerait à remettre en question tout le fonctionnement de nos instances politiques, en étendant le principe de la coprésidence à la présidence de l'Assemblée nationale, des vice-présidents, voire de la vice-présidence de la République, des maires et des présidents de conseil général ou régional. À mon sens, cette proposition, si elle était adoptée, serait plutôt l'occasion de développer une pratique du pouvoir différente,
qui fasse davantage place à la collégialité et au partage des responsabilités entre les hommes et les femmes. C'est justement de ce type d'innovation de la gouvernance de notre régime représentatif dont nous avons besoin pour étendre la parité à un maximum d'échelons de décision. Le renouvellement de la classe politique par l'émergence des femmes est nécessaire à la respiration de la vie démocratique et c'est la raison pour laquelle je suis, à titre personnel, favorable à ce texte. En revanche, les députés de l'UDI émettent plusieurs réserves sur cette proposition de résolution. Et la première, que je partage, est qu'une coprésidence paritaire aurait plus de force si elle était assortie d'une obligation et non d'une faculté pour les groupes à s'en doter. Le fait que chacun des groupes soit présidé par un homme et une femme permettrait par ailleurs de lever tous les doutes sur le risque de l'inégalité qu'elle pourrait créer entre les groupes. Dans la même logique, une coprésidence des groupes n'aurait de sens réel que si la parité était effective au sein de notre Assemblée. Or, actuellement, nous ne sommes, mesdames, que 26,6%. Alors, pour l'ensemble de ces raisons, les députés de l'UDI ne participeront pas à ce vote. Cependant, en tant que femme, je sais l'importance et la nature des combats qu'il nous reste à mener pour qu'un jour, enfin, nous ayons la fierté de regarder cet hémicycle composé autant d'hommes que de femmes. Quand nous y serons parvenus, la représentation nationale aura alors ou prendra alors tout son sens. Cette reconnaissance, il nous appartient de la conquérir et c'est tout le travail qu'il nous reste à accomplir. Et je conclurai en vous disant qu'il ne faut jamais désespérer de rien, car la combativité, je le sais, est en chacune de nous. J'ai même envie de dire que c'est notre lot quotidien. Alors, comme je l'ai indiqué, j'émets un avis favorable et solidaire sur cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci.